Bonjour à tous, Marion Sérignac, je suis travailleuse sociale au Carré d'Ascode et sur 2 microstructures. Donc je vais commencer par un petit peu le commencement de quoi on parle quand on parle de réduction des risques et des dommages. Donc la réduction des risques et des dommages, c'est à la fois une politique, ce sont des programmes, c'est une pratique dont l'objectif est de réduire les risques sanitaires et sociaux liés à la consommation de substances psychoactives, qu'elles soient légales ou illégales. C'est aussi un enjeu de santé publique, dont l'objectif premier a été et toujours de réduire les contaminations VIH-VHC. Et c'est un petit peu ce qui regroupe de l'information, des stratégies et aussi du matériel de consommation à moindre risque que vous pouvez trouver juste en face de vous sur la table et qu'on va vous faire passer aussi pour que ceux qui ne connaissent pas se représentent un petit peu de quoi on parle. Un petit historique de la RDRL. Donc on part des années 80, lors de l'épidémie VIH, où les usages de drogue par voie intraveineuse ont été particulièrement exposés et touchés. On parlait à l'époque de 50% d'entre eux qui se contaminaient au virus du VIH. Dans les années 1987, la vente libre des seringues en pharmacie a été un petit peu la première mesure qui a été prise pour lutter vraiment contre l'épidémie, en tout cas chez les usagers de drogue. Le premier point échange de seringues a été créé par Médecins du Monde dans les années 90, où en fait il s'agissait de délivrer gratuitement des seringues, enfin c'était de l'échange, donc ramener du matériel usagé pour en délivrer du stérile à usage unique. Pareil, dans les années 90, il y a eu quelques travailleurs, quelques médecins qui se sont investis une mission, on va dire, de prescrire des morphiniques de façon peut-être à la limite de la légalité, on va dire, comme traitement de substitution, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement de substitution opiacée. Ils ont été légalisés en 1995 pour la buprenorphine au dosage et la méthadone. Ensuite, Simone Veil a créé le premier dispositif public de réduction des risques, on va dire, à travers la mise en place du Stéribox, qui est une petite boîte contenant du matériel d'injection stérile et à usage unique, et un préservatif. Les boutiques sont aussi apparues. Elles étaient à l'époque plutôt tenues par des militants, des bénévoles, les usagers de drogue eux-mêmes, qui ont investi des lieux pour parler librement de consommation, mais aussi se distribuer du matériel. Donc c'est, on va dire, l'émergence du premier dispositif bas seuil d'exigence de soins, c'est-à-dire un peu l'accueil inconditionnel sans objectif de sevrage ou de réduction de consommation. C'est l'essor un petit peu de la réduction des risques. Et aussi l'émergence de réseaux de médecins de ville et de médecins hospitaliers qui se sont constitués pour accueillir ces usagers et délivrer les TSO. Donc ça a bien fonctionné. En 1994, on était à 1037 usagers de drogue décédés du VIH. En 1997, on était à 267 décès. Voilà, on a baissé considérablement non seulement les contaminations, mais aussi les overdoses mortelles, qui ont baissé presque 80%. En 2004, la RDR est reconnue, en fait, on est encore sur la diapo d'avant, pardon. La RDR est reconnue comme politique de santé publique, et on a, c'est la création des CARUL, voilà, décret de 2004, qui sont les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et en 2016, enfin, la loi de modernisation du système de santé a reconnu officiellement le D de dommage à la RDR. Ça comprend en fait tout ce qui est dommages psychosociaux.
On ne parle plus seulement des risques sanitaires. On est parti aussi pour une expérimentation de 6 ans sur les salles de consommation à moindre risque. Alors moi, je vais vous parler des principes généraux de la réduction des risques et des dommages. Bon, a priori, on ne va pas vous apprendre grand-chose, mais juste pour rappel, et c'est un peu ce qui a été dit dans les témoignages, c'est l'écoute et le non-jugement de l'usager et de l'usage de drogue, qu'elle soit licite ou illicite. La RDR, elle s'inscrit nécessairement dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne là où elle en est, dans son parcours, dans ses consommations, sans exiger d'elle une réduction des consommations ou un sevrage. Ça rappelle la question de l'accueil inconditionnel, les premières politiques d'accueil qui sont devenues ensuite les carrés. L'idée aussi de la réduction des risques, c'est d'accompagner l'usager à faire évoluer ses représentations, de faire évoluer aussi la société sur les représentations sur les usagers de drogue. Quand on parle de responsabilisation des personnes quant à leur pratique, c'est pas de dire qu'ils sont responsables de leur consommation, mais l'idée de comprendre qu'ils sont experts dans leur pratique d'usage. Voilà. La réduction des risques, elle vise à donner une information objective aux usagers concernés, à leur famille, à leur entourage, à ceux qui les entourent tout simplement. Et ce n'est pas de l'incitation ni de la banalisation des consommations. Même si ça fait 30 ans que ça existe, on a voulu le rappeler, quand même, parce qu'on l'entend souvent. Et du coup, la réduction des risques, concrètement, ce qu'on fait au quotidien, c'est accompagner l'usager dans le drug set and setting. Alors, c'est des mots anglais barbares. En fait, l'idée, c'est juste le drug, c'est le produit, qu'il soit légal ou illégal. Le set and setting, c'est-à-dire qu'on comprend, on cherche à comprendre et à évaluer où va se faire la consommation. Est-ce que c'est chez soi, est-ce que c'est dans la rue, avec qui, quel produit va être consommé, dans quel état est la personne, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a bu, est-ce qu'elle a dormi, est-ce qu'elle a un travail en ce moment qu'il faut qu'elle travaille le lendemain. Voilà, c'est un peu ça, sur le drug set and setting. Et sur le triptyque, moi j'utilise beaucoup, ça pas comme en microstructure, sur l'individu, produit, environnement. Moi, l'individu, c'est la personne elle-même. Produit, ça peut être plusieurs produits aussi, et penser bien sûr les interactions. Alcool et benzodiazépines, par exemple, kétamine et alcool, voilà. Et l'environnement, c'est tout son contexte de vie, c'est-à-dire son contexte de travail, son contexte social, son contexte psychologique actuel et potentiel. Voilà, sur les principes de la RDR. Moi, je suis médecin généraliste dans un petit village. Je suis issue de la campagne aussi, et j'avoue que le monde de la RDR, c'est pas forcément quelque chose qui me parlait énormément. Et puis en discutant, bien sûr, il y a quand même plein de choses, on en parle, on va y revenir dessus, qu'on fait, nous, médecins généralistes, en consultation avec nos patients, mais on ne savait pas que c'était de la RDR. Je souhaiterais souligner la phrase sans exiger d'elle une réduction de consommation ou un sevrage. La RDR a fait évoluer les XAPA déjà sur cette notion de ne pas exiger un sevrage. On est nous-mêmes soumis quand on cite le métier qu'on fait. Les gens nous disent ah, mais je ne consomme pas devant toi, tu es contre, etc. Et je pense qu'on a une mission vraiment importante auprès de la population générale, mais aussi des professionnels, que l'ALICTO, la RDR, soit vue dans ce sens-là, d'accompagner les personnes ici maintenant, là où elle en est, et non plus exiger d'elle un sevrage. Il y a la RDR, il y a le côté aussi, on est de plus en plus sur l'entretien motivationnel, où on parle vraiment de la personne. Et je trouve qu'en médecine de ville, il y a cette question aussi des médecins, il y a des pathologies. L'idée, c'est de résoudre un petit peu, de donner les médicaments, etc. Et c'est enrichissant de pouvoir partir vraiment de plus en plus d'où est la personne. C'est vrai qu'on a eu des échanges avec des médecins quand on est arrivé en microstructure qui disaient mais ce patient, ça fait très longtemps, il y a des hauts, il y a des bas, et on a l'impression de ne pas y arriver, heureusement, peut-être que vous. Et non, en fait, on n'est pas là pour ça, on est là pour accompagner ces hauts et ces bas. Et finalement, c'est ça, l'accompagnement de l'addiction. Donc voilà, je trouve cette phrase très intéressante. Cette phrase, elle m'a fait aussi rebondir sur une pratique. C'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, il y a un cap quand on comprend que, et ça j'en avais discuté aussi avec les études dans la microstructure, on ne va pas forcément aller vers même une diminution, on ne va pas forcément aller vers une diminution. Or, généralement, les patients, quand ils nous parlent à un médecin d'une problématique, ils attendent toujours une réponse. Donc, quand on se demandait tout à l'heure comment vous faites pour adresser,
motiver un patient à rentrer dans la microstructure, des fois c'est juste de lui dire non mais ok, vous m'avez parlé de votre consommation, vous allez les rencontrer, ça peut être juste pour en discuter. Discuter, voir où vous en êtes avec le produit, tout ça, sans forcément, il n'y a pas de, je ne vous demande pas d'arrêter dans le mois qui vient ou dans les 6 mois qui viennent. Effectivement, sur RDR, moi ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, il y a trois possibilités. C'est soit l'usager continue à consommer comme il consomme, et on fait en sorte effectivement qu'il consomme dans des conditions où les risques sont réduits, soit il veut baisser sa consommation, et on l'aide à baisser sa consommation, soit il veut totalement arrêter. Et voilà, on a ces trois possibilités. Ce qui change, c'est que celui qui pilote, ce n'est pas le thérapeute, mais c'est le patient, l'usager. Et au niveau de la réduction des risques, ce qui est important, les Espagnols l'ont compris depuis longtemps avec les tapas, puisqu'il faut manger, et dans l'alcoolisme mondain aussi, où effectivement, quand on boit du champagne, on boit des trous, on ne boit pas que ça, on mange. Et c'est vrai que c'est des petites choses simples aussi, mais que la personne ne pense pas. Et on est là effectivement pour induire ça. Et c'est en ce sens-là où les médecins, en fait, les RDR, ça veut savoir. C'est parfois, enfin, c'est pragmatique, je ne sais pas si on l'avait noté, mais la RDR, elle est pragmatique, tout simplement. Elle peut être une vraie réussite justement dans l'accompagnement, parce que parfois, les gens ne souhaitent pas forcément arrêter, ils souhaitent retrouver du plaisir dans leur consommation et n'être plus esclaves de leur consommation, et donc réduire les dommages sociaux, pouvoir aller bosser sans être défoncé, etc. C'est une vraie réussite dans le parcours des gens. C'est pour ça que la RDR elle a toute sa place, même dans le soin. Voilà. On va vous présenter quelques vignettes cliniques. Donc là, c'est une dame qu'on a accompagnée sur la microstructure, qui est une dame de 38 ans, qui vit en concubinage, qui a 2 enfants, qui est une consommatrice régulière de cannabis depuis l'âge de 17 ans. Et donc, quand on la rencontre, elle évoque plusieurs risques liés à cette consommation et dommages. Voilà ce qu'on a repéré. Donc, sur le plan psychologique, déjà beaucoup d'impact de la consommation de cannabis, des émotions qui sont tout à fait déréglées, qui la dépassent, beaucoup de bad trip, donc pour le coup une perte vraiment de la notion de plaisir dans ses consommations, mais un besoin qui est présent au quotidien malgré tout. Des symptômes qui faisaient quand même évoquer à une psychose cannabinoïde avec une parano qui s'installait, etc. Et un espèce de cercle vicieux où le cannabis est consommé et même les doses sont augmentées, la teneur du produit est augmentée pour réduire ces impacts psychologiques négatifs. Donc avec une recherche vraiment d'un effet défonce fort pour éteindre tout ça, qui a pour effet de renforcer encore les symptômes, etc. Il y a ce cercle vicieux un petit peu chez cette dame qui est présent. Et des dommages sociaux qui se sont installés petit à petit avec un isolement, une phobie sociale aussi qui insidieusement s'est installée pour elle, avec pour impact une rupture carrément de son contrat de travail. Donc ça la met dans une grosse souffrance. Un endettement aussi, puisque les doses augmentent et donc le coût aussi. Puis avec la précarisation de sa situation, ça conduit à effectivement des dettes. Et de la violence conjugale qui s'installe aussi. Quel est le lien, vous allez me dire? En fait, on s'est rendu compte un peu plus tard dans l'accompagnement que la consommation de cannabis atténuait un petit peu son regard ou altérait son regard sur les violences qu'elle subissait. Elle n'avait pas conscience de la teneur de ces violences-là, en fait. Plutôt d'aspect psychologique, quelque chose d'assez vicieux qui s'est sournoisement installé dans le couple. Elle ne l'a constaté que quand elle s'écartait un petit peu de la substance. Donc au niveau RDR, qu'est-ce qu'on a fait avec cette dame? Avant tout, partager l'information sur le produit. Donc c'est la première fois qu'elle consultait quelqu'un de spécialisé en addictologie, on va dire. Donc une méconnaissance du produit finalement, qui était consommé au départ plutôt en festif, on va dire. Donc on a partagé de l'info sur la toxicité, sur les dommages,
sur des taux de THC qui sont variables, sur les risques liés aux cannabinoïdes de synthèse aussi. Voilà, ces évolutions dans les teneurs qui peuvent aggraver les troubles, on va dire, psychosociaux. On accompagne la prise de conscience aussi par rapport à ces impacts, justement, et les risques d'aggravation. Ensuite, c'est lui laisser le choix et encourager la responsabilisation. Voilà. Une fois qu'on a mis le doigt sur certaines choses, quels sont les impacts un petit peu de cette consommation, quel est votre choix? Donc en RDR, on l'a dit, c'est pas nécessairement le sevrage ou la réduction. Là, c'était le choix de cette personne de réduire en tout cas la consommation de THC, pas forcément de cannabis. Et donc en pratique, c'était accompagner, soutenir, informer, on l'a dit, dans cette réduction de THC, en vue d'un sevrage. C'était son objectif final. Donc on est parti sur un objectif de réduire un petit peu la teneur des produits achetés, voilà, voire passer au CBD, ce qui n'a pas été nécessaire parce qu'en fait elle a fini par se sevrer. Il y a eu la mise en place d'un traitement de fond aussi par mon collègue médecin, qui lui a apporté un soutien psychologique et a permis de réduire toutes les manifestations anxieuses et même au niveau humeur, ça l'a quand même un petit peu stimulé. Ça lui a donné de l'énergie, on va dire. C'était aussi parler des interactions avec ce traitement-là, cannabis traitement, rassurer, surtout. Évoquer le manque aussi, qui est parfois mal connu dans la consommation de cannabis, mais il y a un vrai effet de manque qui peut s'installer quand on est sur une réduction et sur un sevrage. Donc comment on gère le manque, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place comme stratégie. Ensuite, c'est toute une prise en charge sociale sur la question du budget, de l'endettement, de l'aide alimentaire. Prévoir des temps, alors j'ai écrit prévoir, mais ce serait plutôt aménager des temps sans consommation. Ça paraît simple écrit comme ça, mais c'est comment on l'envisage, ce qu'on met en place sur ces temps-là, comment on les occupe, qu'est-ce qui peut se passer comme manifestation psychologique, etc. Envisager le changement du mode de conso. Pourquoi pas, c'était une des pistes aussi. Vaporiser du CBD par exemple, ça peut être un outil intéressant. Ça n'a pas été le cas pour cette dame, mais ça a été évoqué en tout cas. Et aussi retrouver le plaisir, donc voilà, son objectif c'était se décaler de l'effet défonce et pouvoir éventuellement fumer un joint de temps en temps en l'appréciant, à des moments choisis, ne plus être esclave, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Voilà pour l'accompagnement de cette dame. Je me raconte que je suis informé. Et oui, j'avais une question sur le cannabis en fait, puisque c'est quand même un sujet qu'on aborde malgré tout encore dans ce pays du bout des doigts, ou des lèvres. Et j'ai vu dernièrement qu'il y avait du cannabis thérapeutique qui pouvait être prescrit pour notamment des maladies neurovégétatives, dégénératives, Parkinson et peut-être, me semble-t-il, les cas de dépression grave, mais je ne suis pas sûr. Et je voulais savoir si c'était peut-être un combat à mener, une piste intéressante que le cannabis puisse être prescrit pour quelqu'un justement travailler. Sur votre cas, ça serait parfait par exemple, qu'on puisse doser la teneur en THC, puisqu'effectivement le taux de THC comparé aux années 80, c'est un truc de dingue, ça a été multiplié par je ne sais pas combien. Donc effectivement, on peut avoir un bad trip en fumant juste un joint, alors que dans les années 80, c'était plutôt cool, quoi. Et donc, en fait, voilà, ma question, c'est ça, autour du cannabis. Est-ce que je me tourne peut-être vers les médecins? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que le cannabis va rester diabolisé pendant encore des siècles? Ou est-ce qu'effectivement, on peut aider des gens qui ont des problématiques de consommation non maîtrisée? Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça serait du produit de qualité, dosé, et effectivement, ça serait une démarche. Je gère la conso, j'en parle avec mon médecin, etc. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je m'en fais plus bien. Alors, je ne suis pas médecin, mais une partie de réponse, c'est ce qui se passe déjà dans la province de Barcelone, avec les Cannabis Social Club. Alors, pour entrer dans un Cannabis Social Club, il faut être invité, voilà. Il faut être majeur aussi. Et effectivement, les retours d'expérience des collègues barcelonais, c'est que ça fonctionne très bien.
parce que les gens peuvent acheter, comme ça se passe aussi aux États-Unis, dans les États où c'est légalisé, les gens peuvent acheter le cannabis avec le taux de THC qui est affiché, avec des effets qu'ils savent à peu près ce que ça va reproduire, alors que ça ne fait jamais tout à fait les mêmes effets pour tout le monde. On est d'accord, mais ça fonctionne effectivement pour maîtriser sa consommation. Alors je vous rejoins dans le combat qui est de l'analyse des cannabinoïdes, puisque nous, sur une expérimentation, et c'était encore très difficile de pouvoir mener cette étude, nous avons été financés pour avoir un outil qui nous, par l'ARS départementale, pour analyser le taux de THC et de CBD dans l'herbe. Alors ça, c'est en cours, mais voilà, on est qu'au balbutiement de ce projet, et c'est vrai qu'on a des freins de toutes parts. Autant, on a discuté encore à la pause sur la collecte, sur l'étude. On a essayé de se greffer à ce que vous parliez sur l'étude des patients dont 5 ont été choisis, mais pas le cannabis thérapeutique en XAPA. Donc ça, on n'a pas pu avoir l'autorisation. Donc voilà, donc c'est un combat, je pense que, alors peut-être pas des siècles, mais des décennies peut-être encore. Et sur l'analyse en elle-même, voilà, on est au cœur de ce combat aussi au titre du CARUD et du XAPA. Oui, bonjour, docteur Guy Monet. Je travaille avec Marion à la microstructure de Perpignan. J'aimerais dire deux choses. Avant de parler du cannabis, un fait notable, c'est que cette dame, elle parlait tout à l'heure, elle voudrait devenir assistante sociale dans une optique d'aider les autres à son tour. Donc ce qui était très beau, c'est tout à l'heure de Marion, je vais le souligner déjà, même si voilà, la route est encore longue et que cette dame a encore quelques démons qui courent après, voilà, il y a eu une issue très intéressante. Ensuite, sur le plan du cannabis, il me semble que c'est, pour le moment, il n'y a pas d'indication en France au niveau thérapeutique, à part dans la sclérose en plaques, pour les cas de spasticité, et puis des douleurs cancéreuses. Alors après, malheureusement, il n'y a pas d'études qui ont démontré d'efficacité du cannabis thérapeutique. Je vous invite à regarder sur Arte, il y avait 2 documentaires très intéressants, où notamment des chercheurs trouvent que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais on ne sait pas quelle molécule utiliser. On ne sait pas la dose, on ne sait pas les effets à long terme. Donc on est vraiment au tout début des études cliniques pour ensuite proposer une autorisation mise sur le marché. Et il y a un vrai enjeu derrière, parce que c'est vrai que les gens en centre antidouleur, par exemple, qui demandent, ça commence à être instauré, mais il y a aussi des dérives, et puis pour le moment, il y a que la Suisse qui propose à proximité du cannabis thérapeutique. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie demande, mais il y a aussi des choses à prendre en considération avec grande prudence. Oui, Stanislas Raymond, je suis moniteur éducateur ici au XAPA. Je participe aux analyses de cannabinoïdes pour le coup. Sur les risques psychosociaux, enfin surtout sociaux, on remarque aussi qu'un grand pourcentage de ce qui se vend en CBD, dans les CBD shops, ceci, cela, en grande partie ou ne contiennent pas de CBD, ou contiennent peu, ou contiennent trop de THC, ou contiennent, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Donc, il est aussi important, puisque ces derniers temps, on voit pas une recrudescence, mais on entend parler de gens qui nous disent bah, c'est bizarre, je suis passé au CBD et on m'a retiré le permis. Donc, voilà. Donc, là, ces derniers temps, on s'est quand même mis à rechercher des producteurs et aussi enfin, des transformateurs qui soient dans une norme légale française pour pouvoir aussi leur dire là-bas, tu peux acheter du CBD. Parce que c'est. Voilà. Ça reste toujours tendancieux. Voilà. Moi, je voulais revenir peut-être, parce que je ne suis pas rentré dans ce détail, je n'ai pas de compétences. Par contre, peut-être que dans l'accompagnement de réduction des risques, c'est aussi une philosophie, et quelque part, c'est faire confiance aux patients.
que le patient, l'usager, le client, n'importe, mais qu'il est capable d'eux, quoi. Et on se pose plus, nous, en tant qu'experts, enfin, nous, on est des experts cliniciens, mais en face, on a un expert de sa situation. Et pour moi, je trouve que la réduction de risque, elle est aussi là, en fait. Mais qu'on peut voir sur les consommations, sur aussi les troubles psy, comment aussi que le patient, il peut être autonome aussi dans ses consommations, dans sa façon de vivre. C'est vrai que quelque part, avant qu'on entendait boire ou conduire, il faut choisir, mais c'est ça en fait. C'était déjà de la RDR. Tu peux consommer, mais par contre, c'est vrai que c'est en conduisant que ça devient compliqué. Peut-être pas que, mais en tout cas. Mais je trouve que cette notion de faire confiance, et bah, des fois, je pense que c'est ça aussi. Pour moi, je pense que la réduction des risques, elle est aussi là. Je pense que vous en pensez. Juste une précision par rapport au cannabis thérapeutique. Il faut savoir de quoi on parle. Cannabis thérapeutique, cannabis récréatif. On parle de deux choses absolument différentes. Il y a un essai en cours en France en ce moment. Ça fait 3 ans qu'on expérimente en France un essai clinique, les prescriptions de cannabis thérapeutique. Cet essai vient d'être prolongé d'1 an. Donc on n'aura encore pas d'autorisation ou pas avant 1 an de prescrire du cannabis thérapeutique en France pour les pathologies que vous avez évoquées. Maladies maladies neurologiques, certaines, sclérose en plaques et d'autres. Il y a aussi effectivement les couleurs cancéreuses. Et de fait, certains patients qui utilisent du cannabis, notamment parce qu'ils sont malades du sida, parce que ça leur redonne de l'appétit, sont de fait exclus déjà de ce type de prescription. Il faut le savoir. C'est très, on va dire, restrictif en France, cette prescription de cannabis thérapeutique. Donc on n'y est pas. On n'aura pas, les médecins n'auront pas l'autorisation de prescrire, si tant est que les essais soient concluants en France avant 1 an. Mais il y a beaucoup de pays, il n'y a pas que la Suisse, il y a Israël, il y a beaucoup de pays qui prescrivent déjà du cannabis thérapeutique. Et il y a toute une littérature avec des études, effectivement, qui ne sont pas toutes d'accord, mais dont certaines pointent l'utilité de ce cannabis comme médicament. Et c'est une forme de cannabis qui ne contient pas de THC qu'on utilise, dans le cadre thérapeutique. Par contre, pour ce qui est du cannabis récréatif, on est bien d'accord, il faut changer la loi. Il faut changer la loi et organiser, comme en Hollande, comme en Allemagne, comme en Espagne, une délivrance contrôlée de produits. Enfin, ça c'est mon point de vue perso, mais aussi en tant qu'ancienne directrice de CAPAT de SAC, de CALUC et d'une salle de consommation à moindre risque, quand même. Il faut faire évoluer la loi là-dessus, avec la possibilité pour les personnes d'avoir accès à un produit qui ne soit pas coupé avec tout et n'importe quoi. Enfin, on sait bien aussi ça. Voilà, on en est là. Quand vous dites en fait le cannabis thérapeutique, en fait on parle, il y a deux choses différentes. Il y a pour réduire les douleurs, dans des pathologies neurologiques particulières, mais là ce que j'ai cru entendre qui était suggéré, ça serait du cannabis de substitution dans un traitement de sevrage pour permettre le sevrage du cannabis. Ça, j'avoue que je ne sais pas si. J'imagine qu'il n'y a pas d'essai là-dessus. Et quand on aura l'autorisation, si on a l'autorisation de prescrire, on n'aura toujours pas l'autorisation. Après, on peut prendre le gauche si on n'a pas le droit, mais enfin, on n'aura normalement pas l'autorisation de le prescrire dans un sevrage. Après, je ne sais pas si. J'ai peut-être pas suffisamment d'expérience dans le domaine pour dire si c'est vraiment un manque aujourd'hui d'avoir un produit substitutif dans la diminution des consommations de cannabis. Ça, je soumets la question s'il y en a d'autres qui ont des avis là-dessus, une expérience plus grande. Dans votre cas aussi, ce qui m'interpelle aussi, c'est les violences conjugales qui sont quand même un gros risque. Alors lié, pas lié, avant, après. Et par rapport à ça, ma question, comment ça s'est passé, avec qui vous avez travaillé, comment ça a été géré cette problématique-là? Alors, concernant la problématique des violences conjugales, c'est en fait, c'était déjà le cas avant oui, c'est pas ça que je voulais dire en fait, je voulais pas partir sur ça. Rien à voir.
Oui, ça s'était installé depuis le début de leur relation. Voilà, plutôt ça. Ça n'a pas forcément de rapport avec les consommations. Je pense que les consommations l'ont aidé à supporter cette violence qui s'est installée, plutôt. Voilà. Et ça a contribué à l'aggravation, l'augmentation des consommations et tout ça. Là, en l'occurrence, j'ai travaillé un peu seule, pour le coup, parce que ça a été difficile dans un premier temps d'accepter que les dites violences soient des violences, parce que c'était fait de façon assez subtile, vicieuse, voilà. On va dire c'était moins apparent qu'un coup sur le visage. Voilà, plus des pressions psychologiques, une façon d'avoir l'emprise sur le budget, sur la personne. Et donc, voilà, le temps d'accompagner la prise de conscience, il a fallu un petit moment. Et ensuite, cette personne a fait preuve de beaucoup de ressources. En fait, l'éloignement du cannabis lui a permis de retrouver de l'énergie, beaucoup d'énergie, et donc elle a pris les choses en main seule, et elle est partie avec ses filles. Voilà. Donc, après, elle avait un suivi psychologique aussi, extérieur à la microstructure, donc ça l'a beaucoup aidé là-dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de ressources chez cette personne-là. Du coup, je rebondis sur votre question. C'est vrai que c'est des choses qui sont souvent évoquées. C'est-à-dire que pour les personnes qui consomment, il y a souvent ce type de, enfin, professionnel en parlant mais de violence psychologique qui peut s'installer très facilement avec une prise de pouvoir consciente ou inconsciente, mais du conjoint, sur des contrôles de consommation, des contrôles de sortie. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel c'est peut-être important. On n'y passe pas toujours, parce que bien sûr, l'entourage est en souffrance. Donc voilà, ça peut être en réaction ou pas, ou ça peut venir dire quelque chose aussi du couple. Mais du coup, c'est aussi quelque chose d'important à pouvoir avoir à l'esprit quand quelqu'un évoque des consommations et qu'il est en couple. Voilà, sur du dysfonctionnement, quoi. C'est exactement ça, en fait. Je n'arrive pas jusqu'au bout, mais il y a toute une prise en charge. Voilà, moi, on est médecin généraliste, on prend en charge d'une famille. Et donc, quand on entend ça, on entend aussi qu'est-ce que deviennent les enfants quand vous êtes défoncés, qu'est-ce que deviennent. Voilà, est-ce que c'est ce que vous décrivez, c'est des violences administratives, des humiliations, des violences financières. Et on a envie de poser la question aussi, l'entourage au milieu de tout ça. Et voilà, là on déborde du cadre de la microstructure, l'addiction, mais au contraire, on est dans les conséquences. On peut recevoir l'entourage ou pas. Et puis après, on peut aussi céder d'autres relais, sans faire d'informations sur le droit des femmes. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais l'entourage peut si le médecin suit la personne de l'entourage. La microstructure peut recevoir les aidants, la famille. Après, la question, c'est de toujours pareil, enfin, ça c'est le psychologue qui le dirait mieux que moi, mais on peut pas, c'est difficile de suivre deux personnes de la même famille. Ça peut être des fois, justement, vous avez la personne de l'entourage qui se confie, parce qu'elle est en problématique avec. Oui, ça nous est déjà dit. Sur lequel, soit vous n'avez pas d'ailleurs de synthèse, soit vous avez pas de pris sur cette personne, mais au moins la personne qui vous a confié ça, peut être qu'on va accompagner ça. Dans la situation qu'on vous a exposée de cette dame, on a fait un entretien avec les enfants aussi. Parce que, bon, déjà, sur ces temps de disponibilité, en fait, de rencontre, il y avait toujours les enfants. Donc, à un moment donné, c'est poser la question de, ils sont là, ils entendent forcément à un moment donné ce qui se dit, on va peut-être arrêter de parler en code et aborder le sujet. Alors, évidemment, c'est des jeunes enfants, donc on n'est pas allé très frontalement, mais on a parlé des émotions, et en fait, elles se sont saisies vraiment de cet espace-là. Et c'était important aussi pour cette dame de rétablir la communication autour de ce non-dit, des changements de comportement qui étaient observés par les enfants, pour lesquels il y avait des interrogations, et elle a pu mettre des mots là-dessus. C'était aussi très intéressant, et je pense que ça a participé à ce regain d'énergie, cette force de se dire, voilà, j'ai crevé l'abcès, mes filles ne m'en aiment pas moins, je présente mes excuses à mes filles pour n'avoir pas assuré tout le temps, pour être
voilà, des fois fatiguée parce que j'ai fumé le matin et du coup j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de jouer, etc. Se dire les choses et de leur dire voilà, on est ici avec cette personne pour que maman aille mieux, elle soit plus disponible pour vous, qu'on se trouve des moments plus apaisés ensemble. C'est pas toujours facile, mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour. Je pense que ça a été très aidant pour cette famille. Tout à fait. La culpabilité, oui. De ne pas l'occulter, mais de la mettre sur la table, de dire voilà, je suis ta mère, mais je suis un être humain, je peux me tromper, je peux aller pas bien, ça n'empêche pas que je t'aime très fort. Je suis désolée pour cette période difficile, mais on va essayer d'aller mieux ensemble. Je vous propose de passer maintenant à une autre vignette, où la culpabilité est aussi un élément. Je vous présente la situation de Elle, qui est une femme de 32 ans, qui, elle, est orientée par une des médecins de la microstructure pour les consommations de cocaïne qui sont combinées avec la consommation d'alcool. Avec Janice, ma collègue psychologue, on la reçoit à deux, on se rend compte très vite qu'en fait, elle est en obligation de soins pré-sententielle, cette dame, c'est-à-dire qu'elle est liée à une histoire de trafic dans le secteur. La plupart de ses amis ou potes de conso ont été incarcérés. Elle a peur, elle a fait une garde à vue, elle est restée, je crois, 48 heures à ce moment-là. Elle est dans un état de stress assez important. Et donc, lors des premiers entretiens, on essaye un peu d'évaluer qu'est-ce qui se passe, où est le début des consommations. Alors, comme souvent, c'est un début de consommation dans un contexte festif, le week-end, chez les uns, chez les autres. C'est un petit secteur, c'est semi-rural, on va dire, donc voilà. Et puis vient le Covid, le confinement, et du coup, c'est toute la semaine des consommations, puisqu'elle ne peut plus travailler du fait du confinement. Quand on la voit, cette dame, elle a arrêté de consommer puisqu'elle a trop peur, parce qu'elle conduit, parce qu'elle a peur de perdre son permis, parce que voilà. Et au fur et à mesure du suivi, il y a des reconsommations, toujours dans un contexte festif, et une énorme culpabilité après chaque épisode de consommation. Je vais vite, mais après, si vous avez des questions, on pourra. Voilà. La RDR qui a été faite auprès de cette personne, c'est autour du produit. C'est-à-dire que. Déjà, elle partage des pailles, à des moments, elle utilise des billets, voilà. Ce qu'on voit très peu en carrière de tabac, voilà. Au début, moi, je lui propose un buvard, parce qu'elle a peur de parler de ça à son médecin, de ce partage, etc. Elle a honte. Et finalement, en fait, la fois d'après, alors qu'on avait prévu le buvard avec Janice, elle avait fait une analyse, un bilan sanguin qui avait été prescrit par sa médecin, et elle avait osé lui en parler. On essaye aussi d'anticiper ces soirées, c'est-à-dire que comme elle culpabilise à chaque fois, là pareil, pragmatique, l'idée c'est peut-être pas qu'à chaque fois que vous vous retrouvez en soirée qu'il y a des consommations, peut-être que là vous pouvez avoir des pailles au moins, ou si c'est pas des pailles, vous avez forcément des cahiers chez vous, des choses comme ça, on évite les tickets de caisse, voilà. On parle aussi de l'association cocaïne-alcool, ce fameux cocaéthylène que personne ne connaît mais qui est hyper nocif pour le foie. Et au niveau de sa vie sociale, c'est une dame qui travaille avec des enfants. Elle est épuisée par son taf. Il y a eu plusieurs épisodes d'arrêt maladie. Des suites aussi, on peut s'en douter de la descente le lundi, c'est fatigant. De s'occuper de 4 enfants qui ont entre 2 et 6 ans. C'est difficile, donc, voilà. Donc on anticipe aussi ça, de comment elle peut en discuter ou pas avec sa famille, et comment elle peut en discuter ou pas avec ses amis. C'est-à-dire que certains amis ne consomment pas du tout, donc elle peut être dans un contexte assez sécure, assez safe, et les autres, comment elle peut arriver à dire non, si elle le souhaite, comment on va. Donc c'est un petit peu ça, la RDR qui était faite avec cette dame. Après, plus globalement, la RDR autour de la cocaïne en microstructure, elle se fait pour moi pas de la même manière qu'en SAPA et en Carude, parce que je trouve, c'est que mon expérience personnelle, c'est que les gens en microstructure ont beaucoup moins d'informations que ceux des SAPA et des Carude. La question des billets, encore une fois, je le dis très peu en SAPA et en Carude, alors que là, la plupart des gens que l'on voit ont partagé les billets, ont partagé les pailles, ne savent pas qu'il faut partager les pailles, ne savent pas ce que c'est que l'hépatite C.
Il nous dit qu'il ne faut pas partager les bails, pardon. Mince, en plus j'étais enregistrée, super, on a plus voilà, et ils ne savent pas du tout que le cocaéthylène ça existe, que ça a des risques majeurs sur le foie. Ne savent pas aussi que le dépistage c'est gratuit, qu'il y a des CJ dans les villes, que tout ça c'est anonyme. Donc on est vraiment sur des choses qui me paraissent très basiques, mais voilà. Et sur la vie sociale aussi, sur cette espèce de performativité de la cocaïne et de la fête. Sur cette espèce de performativité aussi de la cocaïne qui permet de plus boire d'alcool, et que quand on arrête la cocaïne et qu'on continue à consommer la même quantité d'alcool, a priori ça se passe pas très bien. Donc ça aussi c'est des choses que l'on peut expliquer en microstructure, et je pense que c'est important qu'on insiste de ces contextes de fête, notamment dans les villages où c'est très tabou, c'est-à-dire que quand on est dans un carré de Toulouse, voilà, la teuf elle est partout, quand on est dans une microstructure à Tour de Pézenas, non mais c'est vrai, la cocaïne il y a de plus en plus de consommation et c'est très tabou, on est dans des petits villages et les gens se connaissent mais ne savent pas qu'ils consomment, donc ils se cachent, donc il y a plus de prise de risque aussi. Voilà, donc c'est important aussi de déconstruire les représentations autour de ce produit-là. Par exemple, il y a eu des études sociologiques sur la cocaïne et les mariages. A priori, je crois qu'on est sur 3 mariages sur 4, enfin en tout cas c'est un chiffre assez hallucinant. Voilà. On s'est dit, si ça vous intéresse. Les risques sur la vie sociale aussi, sur l'isolement, sur cette dame par exemple, elle ne s'y attendait pas du tout à ce que la cocaïne s'installe comme ça insidieusement dans sa vie, à ce qu'elle se retrouve à consommer seule et avec tout le sentiment de honte qui est associé à ça. Voilà, donc il a fallu travailler ça avec elle. C'est beaucoup ce qu'on fait en microstructure, mais ailleurs. Ce sentiment d'anxiété aussi, voir cette paranoïa, alors je l'ai mis entre guillemets, voilà, mais on peut voir aussi des gens qui s'isolent, qui ferment leur relais, voilà, on a un suivi comme ça avec Janice à la microstructure qui s'enferme pendant tout un week-end et qui consomme cocaïne sur cocaïne, voilà. Et bien sûr, en microstructure, nous en tout cas sur Pézenas, on a des gens qui sont en général dans des situations de travail, c'est peu des gens précaires, c'est souvent des femmes qui travaillent, et de comment on questionne la descente, parce que pareil, elles ne savent pas ce que c'est que la descente. Je suis hyper mal, en fait, vous êtes en descente. Donc, bête le mot descente, ça veut dire quoi une descente, voilà, on parle de ce que ça fait en termes de dopamine, etc. Voilà, c'est des choses qu'on peut amener, et des fois on a des yeux un peu ronds, voilà. Donc, c'est tout simplement de l'éducation en fait sur les produits, et voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement avec ma collègue sur cette microstructure, à devoir redire des choses qui étaient les bases de l'RVR il y a 30 ans. Voilà. C'est ça. On a mis quelques diapos là-dessus, on souhaitait vraiment échanger là-dessus sur la différence des publics. Nous, on ne voit pas du tout les mêmes personnes. Déjà, on voit plus de femmes, on voit des cadres supérieurs, enfin voilà, ce qu'on ne voit pas, moins que ça va. Je ne voyais pas du tout quand j'ai exercé en carré. Vous souhaitez intervenir? C'est intéressant, et on voit aussi que les risques changent par rapport aux nouveaux produits. Effectivement, finalement, un héroïnomane ancien a beaucoup plus de notions d'hygiène et de matériel, de champ. Il y a des messages qui passaient bien, qui aujourd'hui, sur des usages, je pense par exemple au chemsex ou à d'autres choses, chez des gens qui étaient pas du tout drogués peu de temps avant, donc sont exempts complètement d'informations, de prévention sur ces sujets-là. Et puis, il y a une question de formation des usagers et de formation aussi des médecins, parce que nous, on n'est pas confrontés très souvent à ce type de situation, et peut-être moins attentifs aussi que d'autres à ce type de consommation, parce qu'on a l'impression, nous aussi on est victime des préjugés, qu'on est à la campagne, qu'on est solidaire, qu'on regarde ce qui se passe entre nous, et du coup, ce sont des choses que la microstructure nous amène aussi, c'est cette formation sur certains produits. Il y a d'autres produits sur lesquels on aura une expérience énorme en milieu rural, et d'autres, comme la cocaïne, où ce sera beaucoup plus anecdotique, mais pourtant bien présent et bien réel. Alors là, c'est un profil que vous n'avez pas trop l'habitude de voir en carré néant que ça part. Par contre, c'est un profil que les médecins généralistes, eux, ils ont l'habitude de voir.
Donc on change un petit peu de domaine. Donc c'est une femme de 78 ans, donc qui est polypathologique, elle est diabétique, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension, des problèmes d'anémie, des problèmes respiratoires, et qui ne dort pas. Parce que docteur, moi j'étais soignante, je travaillais de nuit, et donc ça fait des années, ça fait plus de 30 ans que je ne dors pas, que je ne dors pas bien. Et donc je la suis depuis peu de temps. Et donc je vais la voir pour renouveler son traitement, donc l'ordonnance qui fait rêver. Donc le médicament pour le cholestérol, pour le rythme cardiaque, pour le diabète, pour l'hypertension, pour l'insuffisance cardiaque, pour le diabète, encore pour le rythme cardiaque, l'anticoagulant, le lévothyroxine, parce qu'en plus elle est opérée de la thyroïde. Le paracétamol, parce qu'elle a mal partout, elle est obèse, elle ne bouge pas beaucoup, elle a mal à l'estomac, donc elle a aussi des problèmes pour les médicaments pour l'estomac. Et puis elle a son lorazépam et son topiclone. Voilà, donc nous, médecins, en termes de réduction des risques, la première chose qu'on voudrait essayer de faire, c'est enlever des trucs. Enlever des trucs, elle, ça lui dérangerait pas trop qu'on lui enlève le médicament du cholestérol ou l'anticoagulant. Moi, ça me dérange un peu plus. Donc, moi, ce que j'ai envie d'enlever, c'est le lorazépam et le topiclone. Mais bon, non, docteur, c'est pas possible. Et là s'instaure une grande difficulté de communication. La grande difficulté de communication qui est comment je vais faire pour rencontrer cette patiente et pouvoir passer sur une réduction des risques, puisque bon, pour moi la réduction des risques pour elle, c'était, on peut passer sur la diapo suivante, c'est déjà l'association de plusieurs substances psychoactives, deux benzodiazépines, une cette drogue, une benzodiazépine. Elle commence à être âgée quand même, elle a 78 ans, donc risque de chute, de confusion, de troubles de la mémoire. Et puis dans la discussion, donc une ignorance complète des risques qu'elle prend, parce que ce médicament-là, elle en a besoin, sinon elle ne dort pas. Et pour moi, donc, le deuxième problème, l'absence complète de réponse alternative autre que le médicament. Et je pense qu'on en parlait tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure le sujet que les médecins qui travaillent à microstructure ont tendance à moins prescrire de benzodiazépine. Je pense que c'est un souhait de quand même beaucoup de médecins maintenant d'essayer de trouver d'autres réponses. Et la question que je pose aussi, c'est comment on peut trouver en microstructure une réponse pour ces patients. Moi, je vais voir pour une substitution de la méthadone, je vais voir 10 patients qui ont des MESTA style Nox. Voilà. Et donc, je ne sais pas si. Alors, la question, voilà, c'est est-ce que dans mon microstructure, il y a eu des pistes aussi, des travaux sur comment accompagner, comment accueillir ces patients qui sont dans. J'aurais pu parler aussi de mon monsieur de 70 ans qui va travailler à la vigne tous les jours et qui prend un tramadol tous les matins pour pouvoir démarrer. Voilà. C'est ces patients-là chez qui finalement c'est nous les leaders. Et pour lesquels on a besoin d'aide pour apporter une réponse. Je vais dire un petit mot. Je te félicite d'avoir présenté ce cas qui revient souvent en médecine générale, avec ce Zopiclone, ce style, c'est une vraie merde. Et on oublie souvent qu'après, en matière d'addictologie et de réduction de risque, est-ce que c'est un problème pour vous? Et ah ben non, il me faut mon Zopiclone. Donc souvent, ils n'ont pas conscience, notamment les personnes âgées, qui prennent ce médicament qui a été donné à une époque où les médecins n'étaient pas formés à la diatrogénie comme ça, ni à l'addiction aux benzodiazépines. Et en plus des médicaments dont l'indication c'est l'anxiété et l'insomnie, ils n'ont pas entendu parler de tout ça. Donc c'est une fois qu'on leur explique qu'effectivement il y a tous ces problèmes-là, c'est pour ça que c'est vraiment sécurisé, que ça serait bien de pouvoir s'en séparer, et c'est relativement très difficile. Donc moi, en microstructure, j'en ai inclus 0 de ces patients-là. Parce que souvent, c'est pas un problème. Alors oui, c'est l'insomnie, mais je tiens mon produit. Donc non, je ne veux pas changer. Donc moi, la petite astuce que j'avais trouvée, c'était de proposer un switch avec de l'amiancérine.
Et parfois ça marche pas. Mais au lieu de dire qu'on a tous ces problèmes-là, avec la lancérine, au moins on a un vrai médicament adapté, pas de problème de cardiaque, et puis des petites doses à 10 mg qu'on peut monter petit à petit à 30, à 60. Et parfois les gens ils achètent, ils se portent mieux. Et puis parfois ça marche pas, c'est mal toléré. Et est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez qu'on en parle autrement? La réponse est non. Donc je pense qu'après, honnêtement, moi j'ai pas trouvé de solution autre que, même y compris non médicamenteuse dans certains cas-là. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ces patients, c'est vrai que d'emblée, je les envoie à l'infirmière Azalée. Je les envoie à l'infirmière Azalée en essayant. Alors, effectivement, je reprends, j'étais médecin coordinateur aussi dans une autre vie, donc les chutes, la confusion, les troubles de la mémoire, ça me parle. En plus, là, elle a une ordonnance qui est étonnante. Et dans notre maison de santé, on travaille sur la diminution des benzos et sur l'analyse des ordonnances à RCP. Donc ça, c'est une piste. Et on travaille sur l'occupationnel, sur les ateliers marche, sur l'organisation de la journée, mettre des intervenants. Enfin, voilà, il y a tout un réseau. Bon, moi, je suis en ville, donc il y a un gros réseau organisé pour les personnes âgées, mais c'est vrai que ça fait partie, et par ce biais-là, petit à petit, on arrive à diminuer, pas forcément à arrêter, mais on est dans la réduction des risques, donc on arrive à diminuer, ne serait-ce que le somnifère par 2, arrêter les benzos, voilà. Et c'est un travail de longue haleine. Et je vais conclure comme ça. Moi, ces patients addictologiques, ce sont des patients chroniques comme tous les autres chroniques. Et que c'est quotidien. Et c'est un pas après l'autre. Et je leur dis toujours, mais moi, je ne peux pas avancer sans vous. Donc, on fait à votre rythme. Mais l'important, c'est d'avancer. Voilà. Moi, je vais dire exactement comme toi, c'est que s'appuyer sur les infirmières Azalée, avec notamment la constitution d'un agenda du sommeil au départ, et surtout en fait déconstruire l'idée qu'ils prennent toujours ce médicament, mais en fait quand on questionne le sommeil en réalité, elle dort pas si bien que ça en fait, et que la plupart du temps il y a encore des réveils, il y a encore des troubles d'endormissement, et finalement en déconstruisant l'idée que si elles ne le prennent pas, elles vont moins bien dormir, on arrive déjà à leur faire accepter le fait que peut-être réduire ça. Moi, il y en a une, ça fait 4 ans que je la suis, et elle prenait 3 benzos. Aujourd'hui, elle prend plus qu'un demi d'Emesta ou Célesta, je ne sais plus. Ça fait 4 ans, voilà, donc c'est long. Et moi, j'utilise assez souvent, alors c'est vraiment dans l'idée de réduire, c'est que je switch en fait ce qu'ils prennent par du Valium en gouttes, et en fait après je diminue une goutte par semaine ou une goutte par mois, et en fait ça permet de vraiment y aller tout doux. Il faut accepter que ça prenne du temps, quoi. Mais et s'appuyer aussi sur la sophro, sur la relaxation, la méditation, l'activité dans la journée aussi, parce que souvent, s'il n'y a pas beaucoup d'activité dans la journée, il n'y a pas beaucoup de sommeil le soir. Et toutes les bonnes les règles sur le sommeil aussi, sur les écrans, sur la stimulation, etc. Je ne sais pas si tu voulais rajouter. Oui, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, ça va nécessiter une prise en charge globale. Parce que le sommeil, c'est aussi parfois le symptôme d'autre chose. Et du coup, d'aller travailler sur toutes les causes, pas que sur la situation, comment on en est arrivé là, déconstruire les idées reçues. Et voilà, c'est une prise en charge non médicamenteuse qui peut être très longue, mais qui paie au bout du compte, en tout cas dans la réduction, effectivement, parce que parfois ils sont attachés à un produit. Donc l'idée, ça sera peut-être de donner quand même un produit qui sera moins hétérogène. Moi, pareil que mes collègues, je me suis beaucoup sur Marie-Laure et sur l'infirmière Azalée sur ce genre de problématique. Ce qui est intéressant, c'est que ces patients-là, finalement, ils sont pas, comme tu dis, c'est nous qui prescrivons, donc ils sont dans une routine, il n'y a pas de transgression par rapport aux autres patients addicts. Et du coup, il n'y a pas de culpabilité. Ils n'ont pas de culpabilité, ils viennent comme ça très naïfs.
Et alors, comment on pourrait, est-ce que la microstructure dans ce cas-là pourrait être une aide? J'y réfléchis, c'est vrai que moi, pour ce genre de cas, je m'appuie beaucoup sur l'infirmière Azalée. J'ai un cas un peu similaire d'une patiente aussi cardiaque, avec plein de traitements, mais que j'ai adressé à la microstructure, mais elle, en fait, justement, la différence, c'est qu'elle prend beaucoup de codoliprane et de traitement de berceau pour dormir, elle a tendance à en prendre plus. Et quand elle augmente les doses, elle est obligée de me demander des doubles d'ordonnance ou de truander un peu la pharmacienne, d'aller voir une autre pharmacie. Et là, finalement, elle se retrouve malgré tout dans un côté un peu transgressif. Ce qui fait qu'à elle, on a pu aborder la question de la dépendance. Une dame comme ça, je pense qu'elle est encore très loin d'imaginer qu'elle puisse être, que le médicament est la cause et la conséquence, elle est d'accord avec un médicament, mais aussi la cause de ses soucis. Alors que l'autre, ma patiente, voilà, comme elle est obligée un peu de truander les pharmaciens et les médecins, elle a accepté l'inclusion dans la microstructure et on essaye de diminuer au compte-gouttes, mais c'est très long et même avec la microstructure, on lutte, quoi. Je trouve très intéressant l'ensemble de vos réactions, puisqu'en fait, vous avez tous un peu, à votre façon, repris la base de la RDR, qui est d'informer sur les risques et de laisser le choix à la personne, de la responsabiliser dans sa prise en charge. Voilà quels sont les risques de vos traitements. Maintenant, moi, je ne fais pas sans vous. Quel est votre choix? Quels sont les impacts sur votre vie? Évaluer ensemble s'il y a des risques, des dommages. Là, c'est le cas de votre patient, pour le coup. Ça aide, en fait, quand tout se passe bien et qu'on se sent bien, et ça c'est valable aussi pour tout type de conso, quand il y a peu de répercussions négatives, finalement ça incite pas, ça donne pas forcément l'envie de changer, alors que quand il commence à y avoir des dommages comme ça, ça peut inciter en fait les gens à se poser au moins la question de la consommation et du rapport au produit, à la dépendance. Aurélie Gaudino-Vincent, moi je suis médecin généraliste, je travaille en MSP là en Ariège avec une microstructure. Et je trouve qu'en tant que médecin généraliste aussi, ce qui peut être un frein, c'est la formation quand même en addictologie. Moi du coup, j'ai commencé par faire une formation en tabacologie, et donc on a travaillé avec l'infirmière Azalée sur des sevrages de tabac. Et rapidement, on a eu des difficultés justement quand il y avait d'autres objets d'addiction que le tabac, notamment l'alcool, en première position. Et là, voilà, on s'est retrouvés en difficulté. Et donc du coup, je me suis formée, j'ai fait la capacité d'addictologie. Et c'était quand même nécessaire du coup pour accompagner quand même les patients, parce que même en termes médicamenteux et tout ça, on atteint quand même nos limites. L'accompagnement avec les éducateurs, avec les psychologues, c'est essentiel. Mais moi, j'ai quand même ressenti le besoin d'une formation en tant que médecin. Et pour l'addiction aux benzodiazépines, il y a des protocoles qui existent, alors ça prend du temps et tout ça, mais je pense que on ne peut pas se passer non plus d'avoir quand même un minimum de formation en tant que médecin si on veut accompagner les patients qui souffrent d'addiction. Et après, moi, j'utilise aussi la phytothérapie, du coup, quelquefois pour les troubles du sommeil, et quelquefois, rien que le fait de questionner, en fait, effectivement, les patients, souvent, ils n'ont pas la notion que c'est un problème. Effectivement, on renouvelle, ils ont l'habitude, quand ils changent de médecin, moi, c'est ça mon ordonnance, il faut me renouveler mon somnifère, et quelquefois, simplement de questionner, de dire, mais peut-être, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter, tout simplement, voilà. Et de proposer de le réduire progressivement. Voilà, il y a des protocoles qui existent aussi de diminution progressive, et on peut utiliser la phytothérapie, ça peut aider aussi, la mélatonine. Oui, je trouve ça très bien que vous parliez de phytothérapie, parce que je suis moi-même naturopathe et donc je ne voulais pas le dire en fait. Et du coup, c'est vrai que les alternatives, elles sont là après le problème. Enfin, gestion du stress, phytothérapie, gémothérapie, réflexologie plantaire, etc. Mais le problème de ces
médecine complémentaire, donc, et non pas parallèle, c'est le coût, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un coût. Et enfin, moi, sur les structures dont je m'occupe, je sais qu'on a un budget pour ça. Parce qu'on sait très bien que un flacon EPS phytothérapie, ça va vite taper 15 €, ça va très vite, et bien sûr, c'est pas remboursé. Donc, je pense qu'il y a cette piste-là aussi, quand même, à creuser. Et le patient, justement, par rapport à ce que tu disais, toi, pardon, je sais pas ton nom, Manu, ça permet aussi à la personne, la phytothérapie, cette approche naturelle qui nous a soignés quand même pendant des siècles. Hein. Et je veux dire, ça permet aussi de remettre la personne, d'être concernée, quoi. Et non plus, j'ai la prescription, j'ai le cachet qui va bien et tout va aller, ou pas d'ailleurs. Mais alors que si on explique, quand on fait de la phytothérapie, on est un peu obligé d'expliquer comment ça fonctionne en fait. Quelle plante, les molécules, les neurotransmetteurs, etc. Et la personne prend une meilleure connaissance de son fonctionnement, son métabolisme, chose que les médecins ne font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, que ce soit des ferrocandodéinés ou du tramadol, je ne sais pas si les patients, quelquefois, connaissent la différence. Donc, c'est quand même un peu grave, ça. Voilà. Toutes ces pistes, je pense que ça peut ouvrir d'autres formes d'addiction qu'on évoque beaucoup moins. Voilà. On va présenter un autre cas. Donc, c'est une femme de 61 ans qui est hypertendue et qui a stoppé son traitement, qui consomme régulièrement de l'alcool de manière compulsive. Elle dit ne pas avoir de dépendance, ça c'est quand j'en parle avec elle en mai 2019, puis elle revient me voir en juin 2020 quand elle sent une perte de contrôle sur sa consommation. Donc sa tension elle est montée au cabinet, donc quand on le fait à la maison c'est un peu mieux. Donc moi je fais mon boulot de RDR en ce qui concerne moi ma partie de médecin, je prescris un bilan, je vois tous ces problèmes physiques. Et je discute avec elle, comme elle se plaint de cette perte de contrôle sur sa consommation, je lui propose de rencontrer l'équipe de la microstructure. Et donc là, c'est Sophie qui la rencontre. Je la rencontre avec Janice, cette dame. Et ce qui apparaît très rapidement, un peu comme la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, mais un peu comme toutes les femmes qu'on rencontre en microstructure, mais comme toutes les femmes qu'on rencontre en carré de ça va, la plupart du temps. Elle a honte, elle a hyper honte d'elle. C'est une dame qui avait des consommations de bonbons, voilà, mais quand elle voit qu'elle perd le contrôle, qu'elle se remplit littéralement d'alcool, elle a honte. Et puis en plus, il y a le contexte lié à son âge, c'est-à-dire qu'elle prend du poids, qu'elle associe à la consommation d'alcool. Et voilà, comme de nombreuses femmes de son âge, ça l'emmerde de se voir ridée, le visage bouffi dans le miroir le matin. C'est une dame qui est retraitée anciennement au cadre supérieur. Voilà, donc quelqu'un qui est très coquette. Voilà, et ça, c'est très difficile pour elle. Elle utilise des mots forts en entretien. Alors là, j'en cite qu'un, je me sens laide, mais c'est rempli de ces mots-là en entretien. Donc beaucoup de soutien, de valorisation de la part de ma collègue psychologue notamment qui a pu être là aujourd'hui et qui a participé aussi à l'écriture de ce PowerPoint quand même. Je peux le dire. Voilà, donc on fait à la fois de la réduction des risques autour de l'estime d'elle-même, mais aussi on tente au départ, et puis en fait on s'est dit qu'on s'était planté là-dessus, sur l'alcool. C'est-à-dire que parfois ça marche de mesurer la quantité d'alcool, parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout. Je picole, ok, mais combien? Je sais pas, ça va trop vite, quoi. Comme elle se remplit, c'est difficile. Donc on essaie un peu de mesurer avec elle ce qu'elle consomme, d'essayer de calculer, enfin d'évaluer plus que de calculer le lien avec le contexte émotionnel dans lequel elle est. Bon, ça n'a pas trop fonctionné avec elle. Au final, elle a arrêté l'alcool et puis elle s'est mise à boire beaucoup de tisanes, de Schweppes et de choses comme ça. Elle a continué à se remplir, mais elle a minci. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans ça.
Je pense que ça parle à certains d'entre vous, voilà, ce type de situation. Mais pas aller plus loin, mais voilà, en tout cas, ce que nous on s'est dit à l'écriture de ce PowerPoint, c'est que la RDA en microstructure, elle est différente parce que les publics sont différents. Encore une fois, c'est des femmes, souvent, moins précarisées, moins isolées, qui ont... nous, on a eu beaucoup avec Janice des anciennes cadres sup, qui ont eu une vie sociale hyper remplie. Une, je sais plus, elle avait travaillé elle avait eu un bon poste dans une grosse compagnie d'Hyper France, et puis d'un coup, elle se retrouve à la campagne, elle a plus de potes et elle picole trop. Voilà, qu'est-ce que ça renvoie en termes d'image de soi? Voilà, on est beaucoup là-dedans. On parle beaucoup aussi des contraintes à la vie professionnelle, du rapport à l'entourage, et on aborde aussi la question du corps complètement différemment, parce que c'est pas des corps qui sont dégradés, alors même si cette femme se pense dégradée, et je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais c'est pas les corps de Carude et de Xapa avec des marques d'injection, avec des plaies, des corps précarisés, trop cramés du soleil qui ferme la manche. Voilà, donc le corps est parlé différemment, avec beaucoup de représentations sociales aussi, de qu'est-ce que c'est quelqu'un alcoolo, enfin voilà. Il peut y avoir des mots qui sont très très forts lors des entretiens en microstructure. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour ces femmes en tout cas, mais ça a été déjà dit par l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est que la microstructure, pour elles, c'est un lieu plus neutre, c'est un lieu qui est sécurisé. Je crois que c'est vous qui le disiez, madame. Effectivement, c'est moins stigmatisant pour ces femmes qui ne viendraient jamais en Xapa, encore moins en Carude, et qui ont quand même besoin d'avoir un espace d'écoute sécurisant et non jugeant. Oui, elle vivait seule. Ouais. Elle vivait seule dans une maison qu'elle avait achetée. Elle s'était remise à une activité professionnelle parce qu'elle avait envie de pas juste être retraitée. Voilà, elle était mise dans l'immobilier. Ça marchait très bien. Voilà. Mais effectivement, sa vie d'avant n'était plus la même. Son corps d'avant n'était plus le même. Tout ça, c'est aussi... des formes de deuil entre guillemets à faire, voilà, je pense pour elle, avec son remplissage par l'alcool. Tout ça, ça nous amène à vous parler aussi de, ça a déjà été évoqué, en tout cas nous on s'est interrogé sur est-ce que c'est pas une dissonance de culture aussi, ces microstructures, parce que nous on s'est rendu compte, à la fois Marion dans les Pyrénées-Orientales et Laure et moi dans l'Hérault, que parfois ça ne correspond pas à l'attente première des personnes reçues ou par rapport à la représentation de ce que c'est que le soin au sens large, hein, le soin global, de prendre soin de care américain, qui semble parfois incompatible avec leurs attentes. Du coup, je vais laisser Laure représenter la situation. Donc là, c'est une femme de 61 ans que je vois régulièrement moi, pour son suivi et qui un jour me confie avoir des problèmes avec l'alcool. Elle travaille sur les marchés, et elle vit seule et la solitude lui pèse et quand elle rentre le soir, elle boit. Et donc un jour, elle vient me voir avec ça, donc ça fait... Je l'interroge un petit peu, mais je passe rapidement la main à la microstructure en lui proposant voilà, cet espace de parole des professionnels de l'addiction qui vont pouvoir l'aider à trouver un moyen de diminuer cette consommation qui lui pose problème. Du coup, on la reçoit lors d'un entretien, nous on appelle d'évaluation, c'est pas nous qui évaluons, on évalue ensemble un peu qu'est-ce qui se passe. Donc elle nous dit que finalement l'alcool il est là depuis qu'elle est toute jeune, qu'elle est stressée au boulot, qu'elle est très fatiguée, puis qu'elle tient seule son entreprise, il y a de la pression sur les épaules de cette dame. Et souvent on questionne un petit peu l'objectif, pas forcément en employant ce terme-là. Donc elle nous dit, moi c'est l'abstinence. En plus, elle est sevrée depuis une semaine, elle n'a pas bu depuis une semaine. D'accord.
Bon, du coup, nous, on lui parle aussi de ce fameux triptyque dont je vous parlais au début, hein, le contexte, le produit, l'individu. Et c'est quoi l'utilité, c'est quoi la fonction, comme dirait ma collègue, de cette consommation? Elle me dit, mais c'est dans ma tête. Hein. D'accord. Bon, c'est dans votre tête. Donc on essaye un peu de déconstruire, c'est quoi dans votre tête? Enfin, c'est quoi qu'est-ce que ça vous fait quand vous consommez devant la télé, en fait? Et ça, on comprend bien que on lui parle chinois, enfin, on ne comprend pas vraiment du tout là où on veut la mener. Elle reprend quand même rendez-vous, elle me dit dans un mois, et finalement elle annulera. Alors, je vais rapidement, mais souvent c'est des choses qu'on peut voir en microstructure, qu'on voit rarement, ça on le voit quand même aussi, où les gens ils arrivent et pour eux, ils vont voir, des fois ils croient voir un médecin addictologue, alors loupé, on est deux meufs, une psychologue et une assistante sociale, donc ça marche pas. Mais du coup, ils s'attendent à ce qu'on leur donne un médicament ou qu'on leur dise la superstructure de sevrage et de post-cure, elle est là, des fois elle est là. Et du coup, nous on n'est pas du tout là-dedans. On dit, on va prendre le temps déjà de se rencontrer. Ça pourrait être ça, peut-être, ça peut être effectivement une béquille médicamenteuse. Voilà, on réoriente souvent vers les médecins de la microstructure en ce sens. Mais pour certaines personnes, ça passe pas. C'est-à-dire qu'elles se représentent le soin comme c'est tout. Ça va être rapide, ça va être immédiat, parfois avec une détresse, parfois pas aussi. Hein. Cette dame, je ne l'ai pas sentie en détresse. Voilà. Et on se dit, comment on peut travailler ça au fur et à mesure, c'est-à-dire que là encore, ça prendra du temps, mais ça nous interroge de comment, à des moments, on peut être complètement à côté. Parce qu'effectivement, elles ont besoin d'un soin addicto, de réduction des risques aussi, mais comment on peut adapter, nous, notre discours? C'est-à-dire que là, je pense qu'avec Janice, sans se fouetter, hein, mais on n'a pas fait le travail comme on aurait dû le faire, ça c'est sûr. Si ça ne lui parle pas à cette dame, c'est qu'on n'a pas su lui parler. Donc on s'interroge sur comment on peut l'aborder différemment, comment on peut finalement déconstruire la représentation de non, le sevrage, c'est pas la solution unique. Et puis en plus, parfois, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, qu'on se le dise. Et comment on peut se faire rejoindre les codes de médecine générale et les codes de la réduction des risques et de la dictologie, comment on peut réellement créer des nouveaux codes de microstructure. Voilà, c'est que le début. En tout cas, nous, à Pézena, ça fait 3 ans que ça existe, mais voilà. En tout cas, c'est des réflexions qu'on a régulièrement. On n'a pas de réponse faite. Bien sûr, on s'adapte à chaque situation, mais c'est comment on y réfléchit aussi. Et je pense que là, en tout cas, j'ai une partie de réponse. Je pense que moi, en tant que travailleuse sociale de la réduction des risques, voilà, depuis plusieurs années maintenant, je pense que j'ai à apprendre aussi des codes de la médecine générale. Ça a été dit l'inverse tout à l'heure. Je pense que nous aussi, on doit se former à qu'est-ce qui se passe dans un cabinet de médecine générale du lundi à vendredi, de 7h du matin à 20h du soir. Voilà. J'ai quelque chose que je ne comprends pas. Là, ton sentiment d'échec, il vient du fait qu'elle n'est pas acceptée d'essayer de creuser le pourquoi de la consommation. C'est ça? C'est pas la. Non, c'est pas. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que je pense que c'est un loupé pour cette dame, mais c'est pas très grave. Et des loupés en sabbat, il y en a aussi, des loupés qui arrivent. Moi, là où je pense que pour l'instant, on n'est pas au top, on n'a pas besoin d'être au top, on s'en fiche, mais je pense que là où on a encore à se former, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer des discours de réduction des risques et d'addictologie alors qu'on est en microstructure, quand on a des gens qui n'ont pas du tout la même culture de ce qu'est l'addictologie et la réduction des risques. C'est-à-dire que les gens qui viennent en XAPA, certains, ils connaissent déjà les milieux associatifs. En Carule, ils connaissent toutes les structures, parce que souvent ils ont été placés et que eux, ça leur parle. Voilà, la zone de confort de l'alcool, ils ont bien sûr, Sophie, je sais de quoi tu me parles. Alors qu'en microstructure, mais ça ne leur parle pas du tout. Et c'est là où nous, on doit réapprendre, en fait. Ça sera les mêmes données. C'est juste que les codes de langage, c'est important dans notre travail au quotidien. Bien sûr que je ne vais pas parler de la même manière à un réfugié ukrainien qui arrive dans notre sabbat comme quelqu'un qui est injecteur d'héroïne depuis 20 ans. Lui, il a plus de connaissances. C'est trop, c'est pas adapté. Ouais. Mais vous l'avez pas rappelé. Je pense qu'à un moment, ça a été trop vite. C'est-à-dire que cette dame est arrivée avec sa honte, avec sa culpabilité, et que se trouver face à quelqu'un qui l'a déculpabilisée et qui lui disait il n'y a pas de quoi avoir honte, c'était trop. C'était trop d'un coup. C'est là où on se disait voilà, la dissonance de culture, c'est que c'est
ça allait trop vite et finalement nous on était trop à l'écoute avec nos sentiments de on ne juge pas et on s'ouvre et elle à un moment elle avait besoin, elle pensait qu'elle allait recevoir autre chose, qu'elle allait avoir une réponse différente. Donc c'est pas pour dire qu'on n'a pas échoué, c'est peut-être parce qu'à un moment ça ne s'est pas rencontré, ça arrivera à un autre moment, ça prendra du temps, elle est toujours dans une démarche voilà, de réduction de l'alcool, c'est pas fini, mais voilà, c'était pour dire aussi que c'est un public différent et que du coup on a peut-être un discours différent et une approche qui est peut-être pas tout à fait la même. Moi, je me dis que vous avez une analyse oui, peut-être qu'il faut aussi un autre côté, ça soit une posture compliquée, on est là, et si ça ne marche pas, si on veut un chose rapide, on verra bien si ça marche pas, on prend un partenaire. Mais ça demande que c'était même pas d'aller en cours de Sera, je crois que c'était difficile pour elle d'ailleurs de savoir quelle demande elle avait. Moi, on a été plus vite finalement parce qu'on avait la structure, parce qu'on avait l'opportunité, on a été presque trop vite par rapport à elle. Peut-être qu'on a du mal, on va dire, c'est là où on est aujourd'hui, on disait, oui, Après, sur ces choses de déclin, c'est le rendez-vous un mois plus tard. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a choisi. Oui, c'est elle qui a choisi. Ah ouais, mais c'est trop long. Ah mais je suis carrément d'accord. Ouais. Surtout que nous, alors il commence à se remplir notre planning, mais on a de la place, hein, on peut voir les gens toutes les semaines, tous les 15 jours. Et puis quand ça commence à se remplir, en plus des fois, les gens peuvent faire venir sur Béziers. Enfin voilà, ça c'est tout à fait possible. Mais elle l'a pas fait pour rien de dire non, mais c'est bon, dans un mois, c'est que voilà, ça lui permet aussi d'esquiver et voilà, elle a pas peur de le faire. Oui. Je questionne depuis tout à l'heure sur le côté public différent par rapport au SAPA. Je ne sais pas s'il y a des spécificités en fonction des territoires, mais pour ma part, il n'y a pas un grand écart finalement entre le public accueilli en microstructure et en SAPA. Personnellement, avec mes représentations, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'écart. Mais il y a pas, il y a des gens un peu plus insérés en microstructure, mais qui restent sur des formes de précarité. Donc je ne sais pas si en fonction milieu rural, urbain, est-ce qu'il y a des grosses différences. Nous alors ça commence à se transformer maintenant, mais au début on avait pratiquement que des femmes, enfin vraiment on était à 90% de femmes, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les carnets que ça passe de France, hein. En général c'est plutôt 20% de femmes, et là on était à 90% de femmes, des femmes plus âgées aussi, ce qu'on n'a pas du tout en SAPA. Donc ça nous a surpris, là ça commence à se modifier. Là on a aussi des hommes qui viennent, on a tout type de produits, voilà. Mais au début c'était vraiment très criant la différence. Oui, puisque ce que vous décrivez est assez juste, hein, on le retrouve dans d'autres réseaux, c'est-à-dire que dans l'ensemble des réseaux de microstructures, 50% des patients sont des patients qu'on n'a pas dans les structures médico-sociales, pas encore en tout cas. Et pour en revenir à ce que moi je trouve ça très intéressant quand vous disiez qu'il y a effectivement deux cultures différentes qui doivent s'enseigner l'une l'autre. Et il y a en plus celle qu'a le patient, l'expérience qu'a le patient, de ce que lui apporte le produit et de ce dont il peut se passer ou pas. Et c'est cette alchimie-là qui fait qu'à un moment donné, on va trouver pareil. On se plante, on n'est pas non plus sommé de réussir à chaque fois. Mais ce que vous disiez de la place du médecin généraliste, le médecin généraliste, il est là. Et cette notion de temps, que la personne avance, recule ou pas, rechute, machin, quand elle vient voir son médecin est là. Et on a quelquefois, quand on est acteur dans le champ médico-social, on est pris par le temps, on a envie d'aller. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très difficile à appréhender, mais qui, quand on arrive à s'en saisir un peu et à faire en sorte de respecter le choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas toucher à leur produit.
Mais ça, on sait en Xapa et en Carré. Mais là, peut-être que cette dame, c'était juste pas le moment de toucher, même si elle dit je veux arrêter. C'était pas le moment de toucher à sa compte. Elle peut pas. Mais on n'en sait rien. Ça, c'est à elle de cheminer avec vous, mais en prenant le temps. L'une des, je crois, des spécificités du médecin généraliste, c'est qu'il est là. Et quelquefois, il en a même marre qu'on lui sorte toujours les mêmes choses à la consulte. Mais il est là, quoi. Et il y a un temps qui est différent de celui qu'on a quand on vient une seule fois par semaine, où on a envie que les choses aillent un peu plus vite, quoi. Non, mais vous avez vu, ces trois cultures doivent vraiment s'enseigner l'une l'autre. C'est comme ça qu'on va y arriver, quoi. Et puis chaque patient a besoin qu'on adapte la proposition thérapeutique à ce qu'il a. Oui, j'avais une question pour les médecins des microstructures. Dans nos cartes, on a une partie du public qui est en situation de grande marginalité, qui a des pratiques de détournement de médicaments, d'injection. On les connaît, ils provoquent des événements indésirables dans nos établissements. Et on sait qu'ils font du nomadisme médical, qu'ils vont voir un médecin pour le traitement somatique, un deuxième pour le traitement de substitution opiacée, ensuite ils vont dans une pharmacie pour le traitement somatique, une deuxième pharmacie pour le traitement de substitution opiacée, une troisième pour le stéribox. Moi, je suis allé rencontrer, quand j'avais tout ça il y a quelques années, je suis allé rencontrer les médecins et les pharmaciens du territoire en leur demandant comment ça se passe, la prise en charge des problématiques d'addiction. Donc effectivement, sur la question de l'alcool, comme M. Jourdain, il faisait de la réduction des risques sans savoir, c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie instinctivement d'accompagner des gens qui n'étaient pas dans les demandes de soins, qui n'étaient pas dans les projets d'arrêt des consommations, et il y avait du coup du médecin une stratégie d'accompagnement de ces consommations dans le quotidien, en vérifiant de temps en temps les gamma-GT, les transaminases, etc. Pour ce qui était des détournements et des pratiques d'injection de TSO, aucun médecin n'avait de stratégie, c'était totalement éludé. Du coup, je voulais savoir si aujourd'hui les médecins qui sont dans les microstructures, qui pratiquent avec les professionnels de Xapa et de Carré, si leur appréhension de ces publics a changé, si ça a évolué, est-ce que ça a évolué positivement ou pas. Je sais que c'est une question un peu compliquée, c'est un public qui est très difficile, d'autant qu'ils ont, eux, cette stratégie de segmentation et de diviser, de morceler leur accompagnement. C'est une question difficile. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on travaille, ça fait naître plein de questions, ce qu'on vient d'échanger. Le fait de travailler avec le XAPA, à la fois en microstructure, donc nous, une microstructure essentiellement formée de libéraux, notre rapport avec le XAPA, ça va être lors des réunions trimestrielles. On a un médecin addictologue qui vient avec nous présenter des choses, on discute, on échange d'informations. Et sur la prise en charge des patients, c'est parfois difficile quand on parlait de ces patients qui arrivent avec une demande de sevrage immédiat. On en a eu quelques-uns dernièrement à la microstructure. Docteur, ça fait 2 ans que je ne vous ai pas vu, mais voilà, j'ai une grosse problématique d'alcool, il faut que j'arrête, il faut un sevrage immédiat, il faut la bonne structure, il faut m'hospitaliser. C'est très déroutant pour nous, parce qu'on sait très bien qu'un travail ne va pas se faire, ne peut pas s'initier aussi rapidement, et que c'est une demande de baguette magique, et que, comme toujours en médecine, il n'y a pas de baguette magique pour les enfants, mais pour les adultes, ça marche pas. Et du coup, ça c'est une première... J'ai parfois une difficulté à dire, est-ce que ce patient avec cette demande aussi urgente, qui est quand même une demande, qui est une demande pas adaptée, parce que j'aurais pas ce qu'il me demande, je ne l'ai pas. Mais derrière, il y a une demande d'arrêter, il y a une reconnaissance d'une souffrance par rapport à sa consommation, et là, il faut qu'on réponde à quelque chose quand même. Et là, la microstructure me paraît peut-être à tort pas dimensionnée pour ce genre de patient, donc j'ai tendance à essayer de les envoyer au XAPA voir un médecin addictologue, mais souvent ils n'y vont pas. Donc en fait, les 2 cas qui se sont présentés, je leur ai donné des rendez-vous, ils n'y sont pas allés, ils ont arrêté un peu tout seuls avec les benzos que je leur avais donnés, et ils se sont un peu calmés, ils sont revenus et on les a inclus dans la microstructure et ça s'est bien passé. Mais ce moment de tsunami, parce qu'il y a eu bien sûr un événement, une dispute conjugale, une plainte, un truc qui fait que le sentiment de devoir arrêter devient urgent, pas forcément pour une raison médicale. Ça, ces situations, je trouve que c'est difficile de savoir XAPA, pas XAPA. Moi, j'ai jamais travaillé en XAPA, et j'avoue que sur ces situations,
situation-là, je ne sais pas très bien qui en première intention. Et c'était vos patients? C'était un de mes patients, mais que je vois. On est médecin généraliste, c'est vrai, mais on a. Moi, j'ai une vie active de 1500 patients. Il y en a certains que je vois très rarement. Je vois les événements de vie, je vais voir le divorce, je vais voir le bébé, je vais voir. Mais entre-temps, je peux faire 4-5 ans. C'était le cas pour lui. Je voyais ses enfants, sa femme, et voilà. Et un jour, lui, il est arrivé en me disant ça va pas du tout. Mais en fait, le problème traînait depuis plusieurs années, mais je n'avais pas eu l'occasion de creuser. Je l'avais juste pas vu. Voilà, donc ça c'est l'articulation de sa part. Et votre question c'était sur. Ah oui. Passer en mésusage. Ah, le mésusage. J'ai pas de patient, enfin, j'ai pas à ma connaissance de patient injecteur. En revanche, de discuter lors des réunions trimestrielles avec un médecin addictologue, ça nous a permis de prendre une autre posture par rapport à ces patients qui truandent un peu les médecins, qui demandent des renouvellements d'ordonnances ou alors des énormes quantités, soit de morphine, soit de benzodiazépine, qui nous font peur. Et finalement, ça a permis de lever un peu la charge mentale du médecin généraliste en disant c'est pas si grave. Ok, ils consomment 12 Lexomil par jour, c'est pas grave. Déjà, s'il passe la 10, on est gagnant. Fais-lui l'ordonnance, ça sera peut-être pas délivré. Voilà, ça nous a permis de penser ce qu'on n'arrivait pas à penser avant. Voilà. C'est juste ça, mais pour ça, on le disait déjà, 3 réunions par an, ça fait pas beaucoup pour monter en compétence. Je compléterai par rapport à la formation, c'est quand même encore quelque chose de difficile, la prise en charge des patients sous TSO par les médecins. Parfois, c'est souvent vécu avec cette peur d'être pris pour un con et de faire. Et même pour en avoir discuté avec des internes, moi j'avais des internes qui étaient encore en formation initiale et qui avaient beaucoup de difficultés à appréhender cette situation-là, en disant mais j'espère avoir. Probablement. Et c'est là où après il y a le problème du thérapeute qui peut se sentir comme un dealer, impuissant, etc. Et on en oublie l'intérêt du patient, justement. Et dans une optique de réduction des risques, c'est beaucoup plus apaisant pour le thérapeute aussi de se dire ok, il y a un énorme mésusage, mais quelque part il ne peut pas faire autrement, et donc on va diminuer les risques comme ça. Donc après, je ne sais plus la diapo d'avant, je vais rebondir dessus, puisque là, tout l'enjeu pour moi, il est probablement de rouler ou pas avec le patient en fait. Et on a tendance en médecine générale, en médecine classiquement, à adorer le modèle de cause à effet. Il y a une cause, donc si je veux lire la cause, beaucoup de baguettes magiques, ça a pu se passer. D'un coup, en addiction, on peut supprimer l'alcool, il peut avoir un craving, il peut avoir quand même la dépendance psychique après, qui persiste, et pas trop, il n'y a plus d'alcool, mais je suis toujours pas bien. Donc c'est là où on n'est pas formaté en médecine générale à un modèle qui soit plus biopsychosocial, qui soit plus supplément d'empathie, et plus orienté vers des thérapies comme la thérapie brève orientée solution, où là on va dissocier le symptôme de la gêne. Et c'est là où, par exemple, pour la dame de 61 ans, il aurait été utile de lui dire mais c'est quoi pour vous l'alcool? En quoi c'est une gêne dans votre vie? C'est quoi pour vous l'alcool? Et si on ne pose pas cette question-là, je pense qu'on peut vite ensuite se perdre pour ensuite un petit peu changer le problème, recadrer le problème. L'alcool, oui, c'est un problème, mais comment ça devient un problème? C'est un peu loin de la question qui a été posée par rapport au public, par rapport aux injections, par rapport à tout ça. Alors, moi je viens de changer de lieu d'installation depuis 2 ans. Je suis dans un quartier prioritaire de la ville où effectivement il y a tous les addicts aux opiacés et autres viennent régulièrement au cabinet. Et, bon, au début, j'ai eu quelques appréhensions, mais je ne suis jamais toute seule. Donc finalement, c'est un faux problème. Et ces gens-là, je me suis aperçue qu'à partir du moment où on discutait, où on avait des réponses, où on prenait du temps, on arrivait à les examiner. Et qu'en arrivant à les examiner, alors là, on découvrait des plaies de moi comme je n'ai absolument jamais vu. J'ai vu 3 endocardite en 2 ans, donc des staphylococcus, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut pouvoir les accueillir. Alors, la règle, c'est quand même de ne pas arriver complètement bourré.
Sans ça, ils ne rentrent pas dans le cabinet. Mais à partir du moment où il n'y a pas de grabuge, où ils attendent leur tour, et très sincèrement, je ne sais pas, Monique, tu peux. Bon, la salle d'attente est toujours pleine, le public est divers et varié, on accueille absolument tout le monde. Et finalement, avec ces personnes, on arrive à créer des liens. Même le CARUT m'envoie des patients, accompagne les patients. L'infirmière du CARUT peut venir pour accompagner les patients parce qu'elle a dépisté un problème de santé, de la discuter. Et finalement, on arrive à mettre ces patients dans le soin. C'est pas tout repos, il faut être assez souple des fois, mais je pense qu'on se doit les accueillir et c'est extrêmement intéressant. Voilà, et de les amener dans le soin, de continuer avec eux. Et finalement, il y a une confiance qui s'instaure. On peut arriver à les faire rencontrer les gens de la microstructure pour des demandes de sevrage sur des injections, sur des consommations de cocaïne, etc. C'est pas toujours une réussite, c'est-à-dire qu'on y arrive, ils vont en soins, et puis il y a des rechutes. Mais bon, ça, c'est toutes les maladies chroniques, j'ai envie de dire. Ça n'a comme une autre. Hein. Voilà. Mais je crois qu'il faut pouvoir les accueillir, et on le fait parce que je pense qu'on est une maison de santé. Le lien avec la microstructure, oui, c'est facilitant, mais je ne dis pas que par rapport au nombre d'usagers de opiacés qu'on reçoit, ils vont tous à la microstructure. Non, ce n'est pas forcément leur demande. Mais on peut en envoyer quelques-uns. On va Je pense que c'est une question de posture. Comment? J'ai l'impression que c'est une question de posture. Oui. Et merci, parce que ça fait du bien d'entendre ça, en fait. D'entendre, en fait, c'est un faux problème. Changeons notre regard, faisons-leur confiance, accueillons-les comme ils sont, avec effectivement le risque de mésusage, le risque peut-être de tranquillisation. On arrive à parler de ça, et là où on a été extrêmement, je dirais, attentif pour cette musique-là, c'est aussi pendant le confinement. C'était un lieu où, effectivement, on les recevait et on pouvait changer, alors qu'ils étaient seuls dans la rue. Enfin, voilà. Donc, non, je crois qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Après, je ne dis pas qu'on fait tout très bien, mais bon, on peut avoir la sécu sur le dos des fois, sur des prescriptions de Skénan, sur, voilà, sur des prescriptions de TSO parce que ça n'a pas été fait par le médecin dictologue. Bon, voilà, mais bon, normalement, on y arrive. Pardon, excusez-moi, on va bientôt passer à la conclusion, parce qu'on commence à perdre quelques personnes qui s'en vont, et voilà, on voudrait dire quelques petits mots en conclusion. Je vous laisse quand même la parole peut-être sur la réduction des risques, et après on conclura du côté de DPS. Sans redire tout ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, voilà, c'est l'ARDR, c'est aussi tout ce qu'on vient de se dire, c'est une rencontre des représentations mutuelles, et parfois une divergence d'objectifs entre la personne accueillie et l'accueillant, entre guillemets. Et voilà, donc c'est le gros du boulot, c'est aussi de travailler sur les représentations, on est en plein dedans. Voilà. Et aussi d'ouvrir un peu, d'amener les gens à changer un petit peu leur regard sur eux-mêmes. Ils se sentent très souvent comme seulement des drogués ou des alcooliques, entre guillemets. Beaucoup de honte, beaucoup de tabous, et ça aussi, ça freine l'accès aux soins, quelque part. Voilà. Donc c'est aussi à nous de transmettre la culture de la réduction des risques, entre guillemets, et de voir comme une façon aussi de prendre soin de soi, pas juste de continuer à se droguer, mais aussi une autre façon de reprendre la main et de prendre soin de soi-même. Voilà.